Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Il y a un cauchemar qui attend 80% des hommes, dont tu fais partie. C'est pas moi qui le dis, c'est la dernière vidéo de Thaïs Descuffon. Comprenez-moi bien, je travaille pas sur les vidéos de Thaïs parce que je lui veux du mal ou je lui veux du tort, évidemment que non. Je travaille, même si on est vraiment des ennemis politiques. Aucun problème là-dessus, on est des ennemis politiques. Pas de problème à dire ça. Je le fais parce qu'elle est sur mon terrain. Elle est sur un terrain que j'étudie. Maintenant, ça fait 2 ans et demi que j'ai la chaîne, 2 ans et demi que je me mange je ne sais pas combien de contenus de sciences sociales, de contenus de psychologie sociale, de contenus de sociologie, etc., qui parlent des relations hommes-femmes. Et il y a des approximations dans ce que dit Thaïs. Beaucoup d'approximations. Et c'est pour ça que je pense que c'est important d'en parler. Parce qu'il ne faut pas laisser passer des discours sur Internet de la même façon que les personnes qui travaillent sur le fact-checking ne laissent pas passer des fausses informations. Il faut pouvoir dire sur Internet, de façon tout à fait courtoise, les propos qui sont tenus dans cette vidéo doivent être contredits, méritent en tout cas une contradiction. Et de la même façon que à chaque fois que je sors une vidéo qui parle de certains sujets, je me retrouve en tête d'affiche chez les droitards à dire regardez ce que le Foilier a dit. En général, ce sont des petites chaînes, donc vous n'avez peut-être pas entendu parler. C'est tout à fait normal que mon discours soit contredit par des personnes qui ne sont pas d'accord avec moi. Bon, la plupart du temps, c'est pour dire, regardez, c'est un woke, c'est un homme soja, il n'a pas de cheveux, machin. Bon, d'accord. Si ça les amuse, il n'y a pas de problème. Moi, j'essaie simplement d'argumenter. Donc, c'est simplement ce qu'on va faire. On va essayer de contre-argumenter à la vidéo de Thaïs Descuffon. Elle dure 14 minutes, on la met en 1x5. Voilà ce qu'elle dit. Salut, Mégane. Pour les plus de 20 ans, Emma Watson, c'est Hermione dans Harry Potter. Mais pour les plus jeunes, c'est surtout une icône féministe. En 2014, quand sa carrière est au point mort, elle se recycle dans le féminisme et tient d'ailleurs un discours devant l'ONU pour encourager les hommes à rejoindre le combat féministe. Selon elle, le féminisme est la croyance au principe que les hommes et les femmes devraient avoir les mêmes droits et les mêmes chances. C'est la théorie de l'égalité politique, économique et sociale des sexes. Vous croyez que le féminisme c'est un combat pour favoriser les femmes au détriment des hommes? Mais non, pas du tout. En réalité, en abandonnant la virilité, les hommes ont tout à gagner. Le féminisme, c'est la seule chance pour eux d'être libérés de la masculinité toxique et d'accéder à la merveilleuse utopie de l'égalité. Bon. Alors, c'est très bien de vouloir impliquer les hommes dans le féminisme, bien évidemment. Moi, j'aime beaucoup la définition proposée par Emma Watson. Elle est très intéressante. Elle manque beaucoup de choses dont on a l'habitude de parler, mais elle est quand même intéressante globalement. Mais en fait, l'objectif premier du féminisme, c'est d'aider les femmes. C'est-à-dire que c'est bien que les hommes soient intéressés par ça. Vraiment bien. Mais ce serait encore mieux qu'ils le soient intéressés de façon désintéressés, qu'ils ne le fassent pas pour eux, qu'ils ne le fassent pas en se disant moi aussi ça va m'apporter des choses d'être féministe. Moi je considère que les hommes ne sont pas féministes, très personnel, on en reparlera dans une vidéo un jour si vous le souhaitez, mais soutiennent au moins, essayent d'être alliés, etc. Vous comprenez un petit peu l'idée. Ce serait bien que les hommes se disent en fait ça n'est pas normal de vivre dans une société dans laquelle les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes droits. De la même façon, les militants et les militantes antiracistes pensent la même chose en disant ce serait bien que les blancs se battent dans les luttes antiracistes, que je soutiens bien évidemment, mais je n'y appartiens pas puisque c'est un sujet que je ne connais évidemment pas assez pour pouvoir militer là-dessus, mais j'adhère complètement évidemment à tout ça et je suis évidemment allié de ces causes-là, se disent ce serait bien que les blancs décident de le faire, non pas pour essayer d'obtenir un avantage à quoi que ce soit, mais simplement parce que les inégalités sont révoltantes. Donc voilà, donc en fait, là elle est déjà dans une forme d'homme de paille en disant, la définition d'Emma Watson c'est quand même la suivante, je vous la remets pour que vous l'ayez sous les yeux, puisqu'elle l'a noté à l'écrit. Le féminisme, c'est la croyance au principe que les hommes et les femmes devraient avoir les mêmes droits et des chances. C'est la théorie de l'égalité politique, économique, sociale des sexes. Et tout de suite, elle le transforme en les hommes en abandonnant leur masculinité, machin, je sais pas quoi. Mais c'est pas du tout ça dont elle a parlé à l'instant là, Emma Watson. Il y a déjà un homme de paille sur ce qu'elle a dit. Je te dis ça m'énerve à un point inimaginable. Parce que ça, c'est ce qu'elles disent au début de la discussion. Quand on creuse un peu, le refrain est un peu différent. Si vous dites à une féministe que vous refusez de croire à son idéologie anti-homme, alors les masques tombent. Ulcéré, votre adversaire de duel va révéler ce qu'elle pense réellement. Mais le féminisme n'est pas une idéologie anti-homme. Ça n'est pas vrai. Le féminisme, c'est une idéologie, si on peut appeler ça une idéologie, on pourrait le mettre dans le bingo, qui essaye de se battre contre la représentation de ce qu'on a attribué comme étant masculin et positif, et féminin et négatif. C'est une lutte pour lutter contre les stéréotypes qu'on peut avoir, qui justifient la place sociale que les hommes ont donnée aux femmes au cours du temps. C'est ça le féminisme. Le féminisme demande aussi à ce que les femmes aient la possibilité de se définir en dehors du regard des hommes. Le féminisme demande aussi à ce que tous les types de sexualité puissent s'exprimer, y compris les sexualités qui excluent les hommes, que les lesbiennes ne soient pas mal considérées. C'est pas une idéologie anti-homme, c'est une idéologie contre tous ces concepts-là qui tendent à nous laisser penser que la place que les hommes ont dans la société
qui est une place extrêmement privilégiée par rapport aux femmes, est normale et naturelle. C'est juste ça. C'est pas une question de misandrie, comme elle le dit. Il existe des exemples de féministes qui produisent des écrits qu'on pourrait qualifier de misandres contre les hommes en général comme institution, mais ils sont minoritaires. Et du coup, vouloir essayer de caricaturer tout un mouvement, avec toute la complexité dont on a parlé là tout à l'heure, toutes les divergences de points de vue d'opinion, merci pour l'abonnement Polof, elles sont contre les femmes, c'est malhonnête. Parce que c'est pas vrai, le féminisme n'est pas contre les femmes. Les féministes, comme la majorité des femmes sur la planète, comme une grande majorité des femmes, sont hétérosexuelles. Enfin, je veux dire, les féministes ne deviennent pas lesbiennes subitement. On ne change pas son orientation sexuelle en claquant des doigts. Alors, ce qui est possible, c'est qu'une femme soit lesbienne et que l'hétérosexualité l'empêche d'exprimer son lesbianisme et du coup qu'elle ait des partenaires hommes pendant longtemps et que le féminisme l'aide à dire « Ah mais en fait, non !» Grâce au féminisme, je me rends compte que j'ai le droit d'être lesbienne, que c'est normal. Mais autrement, ce ne sont pas des femmes qui détestent les hommes, ça n'est pas vrai. Salut Roxane, bonne soirée. Le féminisme, c'est la revanche bien méritée des femmes contre les hommes dans ton genre. Et très d'accord avec Silad. Certains courants qui se revendiquent misandres le font aussi pour fuir la violence masculine, parce que ça leur fait peur. Hétéronormativité, j'ai dit une bêtise, j'ai dit un autre mot à la place ? Maintenant, c'est notre tour. Au moins, c'est honnête. Et moi, j'aime l'honnêteté. C'est pour ça qu'il y a une féministe que j'apprécie beaucoup. Parce qu'elle dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et si on veut connaître le projet que les féministes ont pour l'avenir de l'Occident et surtout des hommes, autant s'intéresser à celles qui assument leurs idées. La féministe en question, c'est elle. Quasiment inconnue en France, il s'agit d'une autrice allemande, Meike Stavrock. Donc elle n'est pas tout à fait inconnue en France. C'est pas celle que je porte le plus dans mon cœur. Je vais pas vous cacher cela. C'est bien possible, Ninja Simone, je me suis pas renseigné, mais c'est tout à fait possible. En 2021, elle publie un ouvrage fracassant, Le choix féminin sur le début et la fin de la civilisation masculine. Alors, vous allez me dire, mais quel est l'intérêt du bouquin? Parce que tu dis qu'elle est honnête, mais c'est pour lire de la haine des hommes étalée sur 350 pages, y a pas grand intérêt. Justement, la thèse de Meike Stavrock est beaucoup plus intelligente que ça, mais donc aussi beaucoup plus dangereuse. Pour vous donner un avis. Petite parenthèse, j'aime pas du tout le mot TERF. Je pense que c'est un mot qu'il faut abolir, exactement comme je déteste dans les courants transphobes quand ils parlent de transactivisme. Je trouve que c'est des mots qui finalement sont un petit peu vides de sens. Si vous estimez qu'il y a des propos transphobes, il faut utiliser le mot transphobe, il n'y a aucun problème. En fait, quand certaines militantes transphobes utilisent le mot transactivisme, c'est utilisé pour jeter le discrédit et potentiellement du harcèlement et compagnie. Et quand on utilise le mot TERF, il se passe la même chose, je trouve, dans l'autre sens. Et je pense que il y a un moment donné, il faut le plus possible pacifier les débats le plus possible. Et puis malheureusement, en fait, essayer, parce que moi je viens de ces courants-là, si tu ne me connais pas depuis longtemps, Ninja Simone, je viens complètement de ces courants transphobes, à 100%, et je le regrette, et j'ai effacé mes vidéos, et je me suis excusé je ne sais combien de fois, et cette appellation a aussi participé à ma radicalisation. Alors, parce que j'étais idiot, j'en veux pas aux personnes d'avoir utilisé les mots qu'ils voulaient utiliser, mais du coup, je pense que plus on utilise de mots qui n'ont pas de sous-entendu, on va dire, essentialisants ou violents, et mieux on s'en sort pour essayer de ramener un petit peu les gens, moi je pense, du coup, du bon côté du militantisme, quoi. Parce que le militantisme anti-trans, j'en ai absolument honte, profondément honte, je me suis exprimé plein de fois là-dessus. Et donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Aperçu, l'avenir qu'elle propose, c'est la prostitution remboursée par l'assurance maladie et le métaverse du porno. Excusez-moi, on reprend, on met en 1.25 parce que même moi j'ai du mal à suivre. La thèse de Meike Stavrock est beaucoup plus intelligente que ça, mais donc aussi beaucoup plus dangereuse. Pour vous donner un aperçu, l'avenir qu'elle propose, c'est la prostitution remboursée par l'assurance maladie et... Voilà, donc là on est déjà sur un grand sujet de désapprobation entre elle et moi. Les prostituées, il faut absolument, quoi qu'il arrive, trouver le système dans lequel elles sont le plus protégées. Lutter contre la prostitution, ça veut rien dire. Je veux dire, c'est illusoire de se dire il faut abolir la prostitution. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. De la même façon que vouloir abolir le trafic de drogue n'a pas de sens. Je pense que l'enjeu majeur, c'est de protéger les femmes en situation de prostitution. Toutes, sans exception. Celles qui travaillent seules, celles qui ont des rabatteurs, des macs, qui sont malheureusement en majorité et en général subissent beaucoup de violence. Le seul objectif pour moi, c'est ça, c'est de trouver un système qui les protège. Alors à l'évidence, quand vous avez une femme qui dise il faut faire en sorte que la prostitution, il y en ait absolument partout et qu'elle soit remboursée par la sécurité sociale, vous imaginez que je grince un petit peu des dents.
le métaverse Merci pour l'abonnement pour ton libre. Sois les bienvenus sur la chaîne. du porno pour 80% des hommes. Par conséquent, si vous voulez résister à cet avenir, je vous conseille vraiment de savoir ce que raconte Michael Stavrock. Par rapport à 99% des autres féministes, Stavrock est honnête pour 3 raisons. Et donc voilà. Là, elle trouve l'écho de ses paniques morales à travers un ouvrage. Et donc, elle dit, vous voyez, elle, en fait, elle est honnête, elle dit les choses et c'est ce que tout le monde pense. Et donc, on va décrédibiliser l'ensemble des courants féministes en utilisant celle que moi, je vous dis être la seule à dire les choses. Et si elle dit les choses, c'est que toutes les femmes pensent exactement la même chose. Mais c'est catastrophique. Comment elle peut dire ça ? C'est profondément malhonnête intellectuellement de dire une chose pareille. Ah, narcissique, là, on est chez les bobos gauchos, là. On est chez les ultra woke. Bref. Premièrement, c'est qu'elle a une formation scientifique, ce qui fait qu'elle analyse les rapports hommes-femmes sur un prisme biologique et pas simplement culturel. Comme vous allez le voir, ses constats sur les rapports entre les... Mais analyser les faits culturels, que vous le souhaitiez ou non, fait partie du domaine des sciences sociales. Donc des sciences. C'est incroyable. La sociologie est une science. Sexes sont quasiment les mêmes que ceux qu'on pourrait entendre de la part d'antiféministes. Deuxièmement, elle admet qu'elle s'intéresse surtout aux intérêts féminins et qu'elle ne prétend pas jouer pour les deux équipes en même temps. Et enfin, comme on le verra plus tard, les solutions politiques qu'elle propose sont très surprenantes. Oh, mais c'est pas possible d'être aussi malhonnête. Mais est-ce que les grandes figures de la lutte contre les discriminations raciales aux États-Unis disaient on est là pour revendiquer un droit à l'égalité entre les noirs et les blancs, mais on va aussi défendre les blancs. Mais non, bien sûr qu'ils ne disaient pas ça. Non pas parce qu'ils voulaient la mort des blancs, mais simplement parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Évidemment que l'objectif des féministes, c'est avant tout de lutter pour les droits des femmes. Et c'est pas du tout scandaleux. De la même façon que, je sais pas, on va pas reprocher où je vais donner un mauvais exemple. Je vais donner un exemple qui partait un petit peu dans tous les sens. Je comprends très bien énigmatique, et simplement que du coup, ces termes, dans les deux côtés, tu vois, transactiviste, turf, sont des termes qui sont tellement connotés négativement, qui provoquent une sorte, je sais pas, d'interruption immédiate de toute forme de discussion. Et puis, tout le monde campe sur ses positions, et puis ça donne des insultes, et c'est un petit peu dommage. Et moi, je veux continuer à travailler comme je le fais, à continuer à rappeler, même si j'en ai honte, que je viens d'un militantisme transphobe pendant des années, que j'en suis sorti, expliquer pourquoi j'en suis sorti, pour aider les gens à faire le chemin avec moi, en fait, et à les sortir de ces courants transphobes. Tu comprends ce que je veux dire ? Et du coup, je pense que c'est pas en les appelant turf qu'on va arriver à quoi que ce soit. C'est pour ça que du coup, ces termes-là, voilà, Et je le sais d'autant plus que le mot transactiviste est un mot que j'ai beaucoup utilisé. Et que ça me permettait de caricaturer les positions des personnes trans, de caricaturer toutes les gender studies avant que je réalise à quel point je me trompais, quoi. Ultra moderne, mais du coup totalement réaliste pour notre époque. Mais du coup, pour le coup, transphobe est le mot qui veut dire ce qu'il veut dire, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut quand même pouvoir nommer les choses. Mais si c'est utiliser des mots un petit peu valises, un peu comme les droitards utilisent le mot woke, je pense qu'on n'avance pas à grand-chose finalement. Donc si les féministes prennent encore plus de pouvoir que maintenant, il faut s'attendre à ce que ce soit son programme qui soit mis en place, et pas celui de je ne sais quel féministe à la mode des années 60. Je vous préviens tout de suite, si ce sont les idées de Michael Stavrock qui arrivent au pouvoir demain, 80% des hommes vont prendre la situation d'aujourd'hui pour un paradis perdu qu'ils vont regretter. Mais avant de vous expliquer ce qu'elle prophétise, je dois avouer que l'ouvrage n'a pas été traduit en français et que je ne lis pas l'allemand. Heureusement, Stavrock a écrit un article en anglais où elle explique ses idées. Et enfin, dernière chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous remarquerez que cette vidéo n'est pas sponsorisée, on ne trouve pas toujours des sponsors pour soutenir. Oh, bah alors. N'hésite pas à m'écrire, Makita, on pourra en parler. J'entends ce que tu dis, énigmatique, je vais réfléchir à tout ça. Salut, fille immatérielle. Ça faisait un moment que tu étais pas venu sur le chat, je crois d'ailleurs. Notre travail. Donc du coup, si jamais cette vidéo vous plaît, vous a intéressé, il y a aussi un lien dans ma bio qui vous ramène vers mon site internet. Et si vous voulez nous donner ne serait-ce que 1, 2, 3, 5 euros pour soutenir mon travail, premier point, il y a des millions de spermatozoïdes pour chaque ovule. Les ovules sont rares et donc précieux, les spermatozoïdes sont nombreux et donc sans grande valeur. Deuxième point, un homme peut féconder très souvent et sans interruption, alors qu'une femme doit attendre 9 mois avant de pouvoir refaire des enfants. Troisième point, c'est la femme qui assure les risques de la grossesse, comme la fatigue ou l'effort physique, et pas l'homme. La procréation est facile pour les hommes et risquée pour les femmes. Une femme doit trouver le bon père, sinon elle et son enfant en paieront le prix, et donc les hommes et les femmes ont des stratégies radicalement différentes. La femme doit choisir la qualité, alors que l'homme se contente de la quantité. Et voilà tout le problème du discours. Il existe des différences biologiques entre les femmes et les hommes, sans blague. Je veux dire, sans blague. Oui, les gamètes mâles
on en fait plus et elles sont plus motiles que les gamètes femelles. C'est juste la pure définition des mots en biologie de mâle et femelle. Oui. La conclusion de ça, c'est donc les femmes vont choisir la qualité et les hommes la quantité. Non, non, non. Même l'ovule ne choisit pas la qualité. Alors, il y a toujours de la recherche là-dessus, parce que c'est quand même un petit peu compliqué. On est en train de s'apercevoir que ça n'est pas toujours le premier spermatozoïde qui arrive qui va être fécondant, mais c'est quelque chose qui est complètement indépendant de la volonté des femmes. C'est-à-dire que quand dans l'éjaculat de l'homme, il y a effectivement des millions de spermatozoïdes, okay, mais si vous voulez, il y a un ovule. Il va y avoir un ovule qui va prendre généralement le premier spermatozoïde qui arrive. C'est un truc qui se joue au niveau des gamètes, quoi, littéralement au niveau des gamètes. Et ils en font une sorte de permission de dire donc, eh ben, dans la société, les femmes se comportent comme. Mais non, mais c'est l'ovule et les spermatozoïdes. C'est 1 million de spermatozoïdes pour un ovule. Mais les hommes ne se disent pas, je vais choisir la quantité de femmes pour en féconder plein. Et les femmes ne se disent pas, je vais choisir la qualité d'un homme pour être bien fécondé. Mais c'est pas des pondeuses, les femmes, c'est une catastrophe. Et il y a plusieurs types de familles en plus de ça, oui, absolument. Et donc voilà, on est dans l'essentialisation. Étant donné que les hommes ont des millions de spermatozoïdes par éjaculat et que les femmes, elles ont un ovule généralement un ovule par cycle, parfois deux, hein, parfois même plus que ça dans certains cas. Donc bah voilà, les femmes, elles vont choisir la qualité, les hommes la quantité. Les femmes sélectionnent et les hommes sont sélectionnés. On appelle ça le conflit sexuel, retenez bien ce terme. Voilà la version résumée selon Michael Stavrock. Le fait que les mâles de la plupart des espèces tentent constamment d'établir un contact sexuel avec des femelles et que celles-ci rejettent presque toujours ces tentatives n'est pas une erreur du système de reproduction, c'est le système. Est-ce que vous... Oui, mais Thaïs, je ne sais pas si tu es au courant, mais en fait on n'est pas des léopards. on a développé, enfin on s'est détaché sur l'arbre phylogénétique pendant très 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 longtemps des différentes espèces, de notre ancêtre commun, on a continué à s'éloigner dans l'arbre phylogénétique et aujourd'hui on n'est pas des guépards. Je veux dire, on peut pas dire regardez, voilà une vidéo, bonjour Camille, merci beaucoup de nous rejoindre sur la chaîne. On peut pas dire regardez, voilà une vidéo d'un léopard qui essaye de s'accoupler avec une femelle et la femelle la rejette. Et du coup, faire le parallèle avec l'espèce humaine, ça marche pas comme ça. Ça marche vraiment pas comme ça. Un homme qui va absolument vouloir féconder une femme, parce que je reprends ces termes, c'est un agresseur sexuel. Je veux dire, il n'y a aucun autre mot possible. On a un langage qui est un langage plus complexe que certaines espèces animales, qui nous a permis de construire des sociétés sur certaines valeurs, sur une certaine forme de morale. On a été très influencé par la religion. Aujourd'hui, la morale est intriquée avec le droit. Ça nous permet de comprendre qu'il y a des comportements qu'on ne doit pas pouvoir accepter dans la société, comme la violence, comme le viol, etc. Enfin, vous voyez tout ça. Et donc aujourd'hui, on estime qu'avec nos capacités cognitives, le fait qu'on vive en société, qu'on peut répondre à ces règles-là. Parce qu'on ne vit plus dans un état purement sauvage, purement animal. Donc on ne peut pas faire la comparaison avec des guépards. Vous vous souvenez de ma vidéo sur l'hypergamie, ou peut-être que vous connaissez déjà le terme, et bien justement, on y arrive. À la préhistoire, c'est le choix féminin qui domine. Les femmes ont intérêt de choisir de façon égoïste le meilleur partenaire, et donc à cette époque, les critères sont essentiellement physiques. Elles recherchent l'homme le plus fort et le plus sain, et donc elles excluent tous les autres. Mais pas de problème, c'était peut-être comme ça à l'époque, je vous avoue, je n'ai jamais rien lu là-dessus, sur la sélection sexuelle, à l'époque où on était encore dans des ères très primitives. Donc c'est peut-être vrai, mais je n'ai jamais rien lu, donc je ne peux pas vous dire, je peux pas vous le confirmer ou l'infirmer. En revanche, ce qui serait bien, c'est qu'elle puisse nous donner une source pour qu'on puisse la croire sur parole par rapport à ça. Résultat, les femmes se concentrent sur 20% des hommes et en excluent 80%, c'est la distribution de Pareto. Vous voyez quand je vous disais que cette analyse féministe aurait pu sortir de la bouche... Mais qui dit ça en fait? On est dans les théories red pill pures. Les femmes sélectionnent 20% des hommes, 80% ne sont pas dedans. Mais je comprends pas, il n'y a pas que 20% des hommes qui sont en couple en France. Il n'y a pas que 20% des hommes qui ont des enfants. Je ne comprends pas pourquoi ce genre de théorie, il ne les confronte pas juste à la réalité. Je ne comprends pas. Ah oui, Kebab, c'était pas tout à fait comme ça. J'aimerais bien que tu nous racontes comment tu avais vécu ça. C'est incroyable en fait, confronter vos théories à la réalité. La réalité n'est pas telle que vous la décrivez. D'un analyste red spiller de la... Ou alors, elle assume, Thaïs, en disant « Je suis une grande bourgeoise, je ne souhaite pas sélectionner d'hommes qui ne viennent pas de mon niveau social, donc bah oui, du coup ça exclut 80% des hommes automatiquement. » Et là, on comprend ce qu'elle dit. Mais la réalité va complètement à l'encontre de ce qu'elle nous raconte.
Le problème, c'est que les 80% ne restent pas ainsi sur le côté à attendre sans rien faire. Leur frustration les pousse à la violence contre les autres hommes, contre les femmes et même. Voilà, ok. Donc là, ça va pas du tout. Donc là, on est dans la culture du viol. C'est-à-dire dire, comme on leur refuse des faveurs sexuelles, les hommes deviennent violents. Est-ce que vous comprenez, c'est pas ce que Thaïs dit, bien sûr, donc je ne mets pas ces mots dans la bouche de Thaïs, mais la dérive. Le grand risque. Le grand risque, c'est de dire, les femmes, si vous voulez plus que les hommes vous agressent et vous violent, vous avez qu'à coucher avec eux. C'est parce que vous créez de la misère sexuelle, en fait, qu'ils vous agressent. C'est parce que vous créez de la misère sexuelle qu'ils deviennent agressifs. Vous comprenez le problème de la dérive, en fait, de ce discours-là. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu sur la chaîne. Hein. Les enfants. Bon, à l'époque préhistorique, c'est pas vraiment un problème puisque 80% des frustrés sont trop occupés à chasser le mammouth ou à essayer de survivre jour après jour pour se venger de leur frustration sexuelle. Et de toute façon, sans propriété privée, les relations sont égalitaires. Mais ça, ce sera chamboulé avec la... Attendez, pardon quoi? Il faut envoyer ça à Paduring. Elle vient de dire, sans propriété privée, les relations étaient plus égalitaires. Qu'est-ce qui se passe? Elle est devenue marxiste. Il faut prévenir Paduring. Ah je suis complètement d'accord avec ça. Hein. De l'agriculture. En moins 10 000, c'est l'invention de l'agriculture. Et ça pose un double problème majeur. D'une part, ce changement rapide de société veut dire que seuls ceux qui savent s'adapter, c'est-à-dire les plus intelligents, s'en sortiront. Et donc, les femmes ont intérêt... Non, alors attention, c'est pas comme ça que marche. Donc, quand il y a des évolutions, il peut s'exercer effectivement une pression sélective. Ça, c'est tout à fait possible. Et la pression sélective, elle est hasardeuse. C'est-à-dire qu'en fait, elle va sélectionner des caractères génétiques, la plupart du temps, voilà, généralement de façon complètement hasardeuse, les sélectionner pour qu'ils soient pour garder les personnes, et ça va garder les personnes les plus adaptées au changement climatique, etc. Bon, mettons. Mais en fait, la nature ne sélectionne pas les personnes les plus intelligentes. Ça fonctionne vraiment pas du tout comme ça pour le coup, la pression sélective. À être encore plus regardantes dans leur sélection. Selon les études, la proportion d'hommes qui se reproduisent passe de 20% à 5%. Mais il n'y a pas que 5% des hommes qui se reproduisent, bon sang. Mais comparer ces trucs au réel, c'est pas possible. C'est pas possible. 5% des hommes en France sont pères de 100% des enfants, hein. Vous étiez pas au courant, hein? Oh là. 95% des hommes n'ont aucune descendance et n'ont pas accès au sexe. Le niveau de frustration augmente donc considérablement. Et en plus, puisque les hommes ne chassent plus autant, alors ils ont l'énergie pour exprimer leur violence. La sécurité tout entière de la société est menacée par la guerre civile pour obtenir les femmes et par l'ultra-violence. Selon Stavrock, les hommes font un choix. Pour préserver la civilisation, ils inventent 3 choses pour calmer le conflit sexuel et réduire la violence. La propriété privée qui implique de pouvoir la défendre et donc... Moi je sais pas quoi dire, enfin, il faut vraiment que je débunk ça, qu'il y a eu une période où il y avait plus que 5% des hommes qui ont eu des descendants. Enfin, je sais même pas quoi dire à ça. Concentre les ressources dans les mains de ceux qui savent se battre, les hommes. Le mariage qui permet de supprimer le choix féminin et de choisir à leur place pour distribuer les... Bravo Thaïs, absolument vrai. Effectivement, le mariage a été un outil de contrôle du corps des femmes. Le mariage était géré par les pères de famille qui essayaient de s'arranger pour avoir un mariage de raison, comme on disait. Bon, c'est du viol conjugal, hein. Et qui vendaient du coup leur fille à la famille la plus offrande. Ok. Femmes de façon plus égalitaire, et l'argent que les femmes n'étaient pas autorisées à posséder et qui leur permettait de les empêcher d'accumuler des ressources et de devenir indépendantes. Résultat, les hommes sont les gagnants du conflit sexuel qui était en sommeil pendant plusieurs milliers d'années. Cette domination masculine perdure jusqu'à l'invention de la pilule contraceptive. Et là, c'est un changement majeur. Désormais, les femmes reprennent la liberté sur leur reproduction. Elles choisissent d'avoir des enfants ou non, et donc avec qui elles peuvent avoir des enfants. On peut rajouter la disparition du mariage et l'invention de l'État-providence. Bon. L'État-providence, on va se calmer. On n'est pas dans un État-providence. Et la disparition du mariage, encore une fois, la réalité, le réel, pas la panique morale. La réalité, Thaïs. Le mariage n'a pas disparu, c'est pas vrai, c'est pas la même institution qu'autrefois, c'est une évidence. Le fait de pouvoir se marier autrement que de se marier à l'église a rabattu aussi les cartes. Mais il n'y a pas une disparition du mariage, c'est pas vrai. Pour créer le cocktail explosif qui va détruire tout ce monde dans lequel les hommes ont le contrôle sur la sexualité féminine. Désormais, ce sont les femmes qui initient 75% des divorces, qui choisissent si elles veulent fonder une famille ou se consacrer à leur carrière, et qui peuvent faire leurs courses en termes d'hommes sur les applications de rencontres. Ce qu'on appelle les... Il s'est passé quoi là? État sauvage, agriculture, pilule contraceptif, les courses sur Twitter. il manque, ça c'est un peu gnome voleur de slip hein, dans South Park quoi. Il y a une étape intermédiaire qui manque hein. Il manque vraiment quelque chose là. L'émancipation ou la libération de la femme, c'est en fait... Oh, arrêtez de dire de la femme, c'est pas possible. Des femmes. Oui, il y a eu une vraie libération des femmes. Elles ont obtenu beaucoup de droits qu'elles n'avaient pas. Elles ont pu, bien avant la pilule contraceptive, commencer à étudier. Donc il a fallu beaucoup d'années pour en voir les effets sur la société, sur leur prise d'indépendance, etc.
Il y a eu, parce qu'il faut quand même le rappeler, pendant ces périodes-là des années 70, du FMA, du MLF et compagnie, beaucoup de choses qui ont aussi créé des retours en arrière. Silvia Federici en parle beaucoup dans Le capitalisme patriarcal, avec la création de la figure de la femme au foyer, quand l'électroménager est rentré dans les foyers. Donc il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont complètement freiné cette avancée-là, avec une résistance masculine très forte. Il ne faut pas croire que les hommes, ils étaient pour la libération des femmes, qu'ils étaient pour la pilule contraceptive, qu'ils étaient pour l'accès à l'avortement. Il ne faut pas croire ça parce que c'est complètement faux. Donc en fait, c'est une histoire un peu fantasmée en fait. Oui, voilà, pilule contraceptive, libération des femmes. Ouais, salut, ça fuse-t-il. Ouais, enfin bon, ça s'est pas passé aussi facilement, quoi. Merci pour l'abonnement narcissique. Le retour du choix féminin primitif. C'est le retour de Boomerang 12 000 ans après l'invention de l'agriculture. Les femmes sont les grandes gagnantes de l'époque. Que ce soit à l'école où elles ont de meilleures notes, à l'université où elles ont déjà dépassé les hommes en proportion. Voilà, donc, meilleures notes à l'école, c'est vrai. Plus de femmes à l'université, c'est vrai. Plus de femmes diplômées des grandes études, c'est vrai. Meilleures notes à l'université, c'est vrai, j'ai enfin pu vérifier récemment, c'est vrai. Et malgré tout, pas les postes à haute responsabilité, un salaire moyen largement inférieur à ceux des hommes, et ça tilte pas chez elles. Parce que ça, c'est le réel. Les femmes sont les grandes gagnantes, elles ont des meilleures notes à l'école, mais c'est encore plus scandaleux, Thaïs. Elles ont des meilleurs résultats scolaires et elles sont toujours moins payées. C'est la preuve que c'est encore pire que ce qu'on dit, quoi. Mais comment ça se fait que ça ne tilte pas ? Ça devrait la mettre en dissonance cognitive immédiatement, en fait. Elles ont des meilleurs résultats à l'école, et il y a encore une différence de salaire moyen de 20%. À poste égal, il y a encore 4,6% de différence de salaire. C'est honteux. Merci pour l'abonnement, Gasp. Pouvoir économique où elles rattrapent les hommes à une vitesse fulgurante, le triomphe des femmes va même beaucoup plus loin, puisqu'avec la PMA et la GPA, les femmes peuvent avoir des enfants sans passer par un père. 80% des hommes... Mais ça y est, c'est pas les femmes qui font appel à la GPA, enfin. C'est majoritairement les couples homosexuels. Mais c'est pas possible de dire des bêtises pareilles. C'est pas les femmes qui font appel à la GPA. Même dans les cas de... Alors s'il y a une cas de stérilité définitive, ça arrive, mais les chiffres de la GPA, je les ai eus il y a pas longtemps. Mais c'est pas les femmes qui font appel à la GPA, enfin. Oh là là. À poste égal, c'est 4,6% d'inégalité salariale encore. On était passé à 4%. Depuis le Covid, c'est repassé à 4,6%. Et la PMA, c'est une très bonne chose. Déjà parce que ça permet à une femme de faire un enfant sans homme, même si c'est vraiment la minorité des PMA. Les PMA, elles sont quasiment systématiquement utilisées en France pour les couples qui ont des troubles de la fertilité. L'ouverture de la PMA aux couples lesbiens est quand même extrêmement récente, ça doit avoir 3 ans je crois, donc c'est quand même très récent. Enfin, on est dans quel type de panique morale là ? Sont devenus économiquement et biologiquement inutiles. Ils n'ont plus... On est devenus inutiles. Les femmes elles font plus de sexe avec nous. Hein. Bon de toute façon, les mecs, entre nous, hein, je parle pas de toi devant ton écran qui va t'énerver sur ton clavier, mais on l'a un peu cherché. Hein. Je veux dire, ça fait... Combien de temps que l'humanité existe ? On a mis le clitoris dans les bouquins de biologie il y a 10 ans. On a peut-être un peu cherché le fait que quand une femme cherche du plaisir, c'est pas forcément avec nous qu'elle va le chercher. Bon, bref. Mais bon, non, on n'est pas devenu inutile. Hein. Il y a toujours autant d'enfants en France, on se rassure. Il y en a un petit peu moins, c'est vrai, on est toujours autour de 2. Quand même en moyenne, on a une bonne moyenne européenne. On pourra en faire un petit peu plus, évidemment, mais bon, voilà, on arrête de paniquer. Aucune utilité pour les femmes qui préfèrent s'en débarrasser. C'est ce qu'on voit en Norvège où en l'espace de 30 ans, le pourcentage d'hommes sans enfants est passé de 14 à 23%. D'accord, très bien. Alors déjà, premièrement, il faudrait que j'aille vérifier ce chiffre. Hein. Vous savez qu'il faut toujours vous vérifier, je ne vais pas le faire maintenant. Deuxièmement, il faudrait vérifier si c'est pas partout à peu près pareil dans le monde. Parce que moi, je me posais la question, est-ce que c'est pas normal de voir une augmentation des couples qui ne font pas d'enfants dans une société dans laquelle vous ne pouvez plus acheter de maison, dans laquelle vous allez être payé au SMIC pendant je ne sais pas combien de temps, etc. Est-ce que c'est pas normal de repousser le fait de faire des enfants ? On pourrait imaginer plein de raisons hein, pour ça. Hein. Donc il faudrait voir si c'est un peu pareil partout, plutôt que partir dans une panique, prendre un chiffre. Hein ? 19%, 23%. Ah ben, ça a augmenté. Hein. Le phénomène se vérifie aussi dans les autres pays nordiques, ce qui n'est pas surprenant. Oui, le paradoxe des pays nordiques, on l'a déjà débunké. Parce que, comme on le sait, ils sont à la pointe du progrès. Les féministes applaudissent, vivent la libération de la femme, mais Maike Stavrock, elle n'a pas oublié que la société change peut-être, mais pas la biologie profonde des hommes et des femmes. Mais la biologie n'a... Ah la vache, hein. Les débats essentialistes constructivistes, on pensait que c'était déjà fini à 60 ans en philo. C'est incroyable que dans leur vision des choses, ils considèrent que les woke sont des constructivistes à 100%, considèrent que nous n'avons aucun de nos comportements expliqués par nos corps, et que les essentialistes
Enfin, c'est incroyable. Personne ne dit, Thaïs, qu'il n'existe aucun déterminisme biologique à nos comportements. Personne ne dit ça. Est-ce que c'est les hommes qui ne veulent pas d'enfants ou les femmes aussi? C'est une bonne question, Camille, hein, absolument, oui, auquel elle ne répond pas. Oui, non, mais cool et calme. En fait, on n'en a pas un peu marre d'entendre tout le temps ces mêmes arguments, là? Et donc, elle sait que cette logique de retour primitif du choix féminin ne va pas durer. Un jour ou l'autre, les hommes prendront leur revanche, comme quand ils avaient inventé le mariage, la propriété privée. Mais notre revanche, on l'a déjà prise depuis bien longtemps. Hein. Dès l'instant où MeToo est apparu, il y a eu un backlash contre les féministes absolument colossal. Hein. Enfin, je veux dire... Et puis, les hommes n'ont jamais perdu le pouvoir. Hein. C'est toujours les hommes qui violent des femmes, c'est toujours les hommes qui les assassinent, ce sont toujours les hommes qui les soumettent au travail domestique gratuit. Enfin, je veux dire, Thaïs, quoi. Thaïs. Et l'argent, il y a 12 000 ans. Et c'est là que Mike Stovrock fait tomber le masque. Adieu l'égalité des sexes, l'harmonie et l'avenir joyeux pour tous. Vous vous souvenez des 80% de frustrés de la préhistoire? Eh bien, tant que ces 80% qui n'ont pas été choisis par des femmes sont encore en vie, l'utopie féministe est en danger. Pour elle, il n'y a qu'une solution. Pour que le paradis féminin puisse durer, il faut tenir en laisse les 80% et laisser les femmes choisir dans les 20% qui restent. Pourquoi ne pas génocider ces 80% d'indésirables? Ils font les boulots pénibles et... Voilà. Bon, elle est connue, hein. Elle est assez connue, elle n'est pas prise très au sérieux, c'est le moins qu'on puisse dire, et donc le contenu de la vidéo c'est de dire regardez ce qu'on peut trouver comme dinguerie en Allemagne dans un bouquin qui n'a même pas été traduit en français, il y a quand même pas mal de ces passages qui sont traduits en français sur internet, et donc comme elle le dit et qu'elle dit des trucs que je vais pouvoir parodier, faire un homme de paille, on va dire qu'elle est sincère et qu'elle dit ce que toutes les féministes veulent, à savoir génocider les hommes, pour faire une grande généralité. Oh là 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 là. Difficile dans le bâtiment, l'agroalimentaire, l'industrie, la logistique. Donc sans eux, la civilisation s'effondre et les femmes n'auront plus accès au confort moderne. Ah, ce serait dommage quand même. Comment résoudre cette équation? C'est là qu'on arrive au stade des propositions. Stovrock est bien clair. La première étape, c'est de détruire la monogamie, qui est une invention des hommes pour les hommes, afin de détruire le frein à l'épanouissement féminin. Selon elle, la libido des femmes a une date de péremption. Une femme peut désirer le même homme pendant 3 ans, mais pas plus. Il faut donc 3 ans. Voilà, c'est comme ça. On aurait pu dire 2 ans et demi, mais 3 c'était pas mal, ça tombe juste, vous voyez. 3 ans. 3 ans. Les femmes de la prison du mariage et de la monogamie qui les forcent à coucher avec des hommes qu'elles méprisent. Ensuite, il faut détruire l'idéal de l'amour romantique et le concept de l'âme sœur qui fait croire aux hommes indésirables qu'ils méritent une femme alors qu'ils ne sont que les déchets génétiques de l'humanité et qui piège les femmes dans la monogamie. Parce que ça ne suffit pas, il faut identifier dès lors plus... Je suis pas un spécialiste de la question de la monogamie, de la polygamie, du polyamour, etc. Parce que j'ai jamais rien lu de bien sérieux là-dessus. Je sais pas trop si c'est étudié en sociologie, il faudrait que je jette un petit coup d'œil un de ces 4. Mais je suis tout à fait prêt à envisager qu'il existe une part de construction sociale dans l'importance de la monogamie. Je suis, en ce qui me concerne, 100% monogame, pour le coup, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je suis tout à fait prêt à croire qu'il puisse y avoir une influence, une influence des déterminismes sociaux. Je suis prêt à le croire. Donc moi, je le rejetterai pas d'un revers de la main en m'en moquant Thaïs. J'irai peut-être me renseigner un petit peu pour avoir une idée. Jeune âge, les hommes indésirables et les tenir éloignés des femmes. Il faut interdire les relations, sauf dans le cas où la femme envoie un signal fort. Ah, vous vous rendez compte, hein, il y a une écrivaine allemande qui a écrit qu'il fallait tenir éloigner les moches pour pas qu'ils se reproduisent. À mon avis, je suis dans le lot. Moi, je pense que je pars avec les 80% au camp de travail. Je me retrouve dans les champs, là, à la bourrée. Bon, voilà. Mais bon, j'ai fait pousser une barbe. Peut-être que ça va jouer en ma faveur. On ne sait pas, hein. On verra bien. Et donc, voilà, on prend une dinguerie d'une femme qui a écrit ça en Allemagne pour dire, regardez, les féministes, c'est ça ce qu'elles pensent pour de vrai. Et sans aucune ambiguïté envers un homme, et dans le même temps, il faut supprimer la stigmatisation des incels, les célibataires involontaires, je précise que c'est elle-même qui utilise le terme, pour que les hommes se sentent à l'aise dans leur vie de célibat subi et qu'ils n'aient pas envie de se rebeller. Mais il y a un problème dans tout ça, parce que les 80%, ils vont quand même chercher à avoir de la satisfaction sexuelle. Comment leur en donner pour ne pas qu'ils fassent tout exploser, mais sans leur donner le pouvoir sur les femmes? Pour Stovrock, la réponse est évidente. Pour ces hommes, leur vie sentimentale doit se résumer à l'usage de robots sexuels, à la consommation massive de porno, qui doit être... Ah, vous voyez, hein, on est vraiment au top du féminisme. Hein. Ah bah oui, ça, l'implantation capillaire, c'est quelque chose. Hein. Normalisé et libéralisé au maximum, et dans certains cas, à la possibilité d'avoir accès à des prostituées fournies par l'État, et dont la prestation est remboursée par l'assurance voilà, maladie, très bien. futur promis par les féministes. Vous voyez, hein. Ah, ça résume bien la pensée féministe dans le monde actuellement. Pff, quelle plaisanterie. C'est
80% des hommes qui font tourner la machine de la société avant de rentrer s'intoxiquer dans le métaverse. La thèse de Michael Stavrock peut faire sourire. Elle est certainement extrême, mais elle n'est ni stupide, ni ridicule. Les antiféministes reprochent souvent aux féministes d'être irrationnelles et émotionnelles. Cette critique ne fonctionne pas du tout avec Michael Stavrock. Elle est pragmatique, rationnelle. C'est pour ça qu'elle va loin. Mais sa vision des choses est cohérente. C'est une féministe logique et relativement honnête. Si on... Ah, bah voilà, une féministe qui répond à tes paniques morales. Du coup, c'est ça dont tu veux parler, mettre en avant, et ça, c'est logique et c'est rationnel. Attendez, parce que la chambre avec une lumière dégueulasse, ça me rappelle de mauvais souvenirs. Voilà. on veut le féminisme, il faut se débarrasser du patriarcat. Et pour ça, il faut jeter 80% des hommes à la poubelle. Et il faut tout faire pour qu'ils ne se rebellent pas. Une fois, j'avais lu sur internet que toutes les femmes sont des fascistes du sexe. Ça voulait dire que quelle que soit leur opinion politique ou culturelle, les femmes sont absolument brutales dans leur stratégie de sélection d'un partenaire. En public, elles défendent les convois humanitaires pour l'Afrique, le socialisme pour les pauvres, l'antiracisme et le règne de l'égalité. Mais le soir, dans l'intimité de Tinder, sur 1000 hommes, elles en envoient 800 dans les ombres. Vous vous rendez compte ? Ah, moi je suis scandalé par ça. Scandalisé par ça. Scandalé, voilà. Ouais. Quand on est scandalé, c'est qu'on est scandalisé, mais pas longtemps. Vous voyez, je suis scandalé, puis ça passe. Vous n'êtes pas scandalé très longtemps. Alors scandalisé, on l'est longtemps. Les femmes, elles se battent pour l'antiracisme. D'accord ? Elles envoient de l'aide humanitaire. Et le soir, elles acceptent pas d'aller coucher avec le premier venu sur Tinder. Non, attendez. C'est quand même honteux. Il y a de quoi être scandalé. Et ben voilà, on n'est plus scandalé. C'est le principe du scandalage. Quand on est juste scandalé, ça passe très vite. Sans aucune arrière-pensée. C'est juste le délire d'une féministe, ça ne veut pas dire que l'avenir ressemblera à ça. Effectivement, je ne pense pas que l'avenir sera forcément comme ça. Ah bah si, c'est le programme présidentiel de Mélenchon en 2027. Allez-y, vous pouvez dire ce que vous voulez. L'histoire n'est pas écrite à l'avance. Par contre, quand vous regardez l'évolution du féminisme, est-ce qu'on est plus proche de la vision de Michael Stavrock ou de celle des féministes modérées ou même des féministes radicales à l'ancienne comme Marguerite Stern? Mais bon, déjà à l'ancienne, Marguerite elle est encore jeune, c'est scandalant effectivement. Alors, c'est le féminisme de qui ? Ah, c'est ça qui est intéressant, mais c'est le féminisme de personne, Thaïs, enfin. Ou alors il va falloir que tu nous trouves le truc le plus ultra radical qui a été écrit de quelqu'un qu'on a complètement oublié. Éventuellement un truc de Monique Wittig où à un moment donné elle avait dit un truc du style que je sais plus où j'avais lu ça, que les vraies féministes c'était les lesbiennes, qu'il fallait être lesbienne pour être féministe. C'est complètement honteux évidemment de dire des trucs pareils. Culte de la pilule, de l'avortement de masse et le refus du mariage, c'est l'avortement de masse. Mais les femmes, Thaïs, elles font ce qu'elles peuvent, bon sang. Derrière chaque avortement, il y a un mec qui a refusé de mettre un préservatif, quoi. Le jour où c'est les hommes qui payent, socialement, j'entends, pour un avortement, il y en aura 3 fois moins. L'avortement, c'est aussi le problème des hommes. Vision maximale de la volonté de contrôler les naissances, l'abandon complet du mariage, le divorce et le polyamour, qui n'est que l'abandon complet du mariage. Le polyamour. Polygamie version cool, c'est déjà plus ou moins ce que propose Stavrock. Quant à la situation des hommes, ils vivent déjà dans ce monde-là. 91% consomment du porno et OnlyFans permet d'aller... Ah, bah je suis dans les 9%, figurez-vous. Encore plus loin, et d'accrocher des mecs dans des relations d'esclavage affectif et financier. 43%. Non, mais arrêtez avec ce mythe. On avait déjà regardé le salaire moyen des femmes sur OnlyFans, je sais plus combien c'était. C'est 400 €, je crois, on avait déjà regardé. Elles gagnent rien, elles sont exploitées, ça marche pas. C'est sordide comme pas possible, parce qu'elles sont obligées, pour gagner de l'argent, d'accepter des choses de plus en plus catastrophiques. 180 $ par mois, quasiment 3 fois moins que ce que j'avais dit. On arrête avec les paniques morales. Les 18-25 ans n'ont connu aucun partenaire sexuel ou affectif au cours de l'année, et l'exemple norvégien montre qu'une partie de plus en plus grande des hommes n'ont déjà même plus de descendance. Sur Tinder, les femmes ne likent que 5% des profils qu'elles voient. Oui, c'est comme ça. Et en même temps, Thaïs, toi, tu tombes sur un profil avec simplement la photo d'un mec. Tiens, prenons un exemple intéressant, parce que tout à l'heure on nous a dit, mais si, il y a que les beaux gosses qui draguent. Photo d'un mec, torse nu, abdos, devant une bagnole de luxe, aucun descriptif dans le message. Mais ça passe pas. Personne le like, ce truc-là. Donc oui, bien sûr, il y a des profils qui sont pas remplis, qui sont mal remplis. Et de toute façon, dans la vie de tous les jours, quand on rencontre des gens, il y en a probablement que 5% qui nous plaisent. Ou 10%, c'est normal. La première personne qu'on va croiser dans la rue, sous prétexte qu'elle est célibataire, ne va pas nous convenir. Arrêtez de rejeter la faute en permanence sur les femmes. Passer. Encore une fois, toutes les statistiques. Salut Grand Tonin, merci pour l'abonnement. Et évidemment, je rejoins complètement ce que dit Clapichou. Non, c'était pas Clapichou, pardon. Qui a dit ça ?
Un médecin anti-avortement, ça c'est vraiment honteux. Oui, voilà, c'est Meghan qui dit ça, comme si les femmes en plus n'avaient pas de misère affective ou sexuelle. Oh, les pauvres hommes. Merci pour l'abonnement, Raon52. Toutes les études que je cite, je mets toujours tout en description. Ah, bah, on ira les relire, puis je ferai un point sur Twitter pour voir si elles ont été bien lues. Parce que vous vous rappelez de la fois où l'étude disait l'inverse de ce qu'elle prétendait, c'était assez gênant. Ça veut dire que 95% des hommes sont virés du game dès le début. Ça, j'en parlais dans une de mes précédentes vidéos consacrée à la question. Pour rappel, 95-5, c'était la répartition entre les hommes indésirables et les hommes désirables au moment de l'invention de l'agriculture, il y a 12 000 ans. Alors... Ah bon? Il y a 12 000 ans, il y avait déjà en sciences sociales des statisticiens qui disaient bonjour. Alors, on vient savoir combien de rapports sexuels vous avez vus pendant l'année. Ah bah moi, j'en ai eu aucun. Ah bah oui, hein, c'est parce que les femmes, elles sont hypergames. Hein, elles cherchent des hommes qui ont déjà des bons outils d'agriculture. Hein, et vous n'en avez pas parce que vous êtes un pauvre. Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise? Est-ce que faire rembourser une prostituée par l'assurance maladie, ça vous semble vraiment si lointain? Pour autant, le futur promis par Mike Stavrock, c'est une possibilité, mais pas une fatalité. C'est pourquoi, de mon côté, je prépare une autre solution. Pour justement donner les moyens aux 80% de s'échapper du cauchemar à venir. Ah non, c'est pas une formation que tu vends. Ah non, elle part pas là-dedans. Ah non. En devenant des hommes de haute valeur pour trouver leur femme de haute valeur. Je suis en train d'apporter les touches finales à ce projet, mais comme il n'est pas encore fini... Non, Thaïs, non. Non. Oh non, c'est pas vrai. Et voilà. Oh là là, elle a une boutiquière de plus. C'est pas possible. Makelele avec Buffon, tiens, on voit Zizou. Ouh, Zinedine. Oh, Zinedine. Pas ça. Pas du tout avec pas ça, Zinedine. Pas ça, Zinedine. Non. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Thaïs, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Oh là là. 307 €. Bon. Ok. C'est noté, et ben on analysera ça. Bon. Bah, coach en séduction. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Coach Red Pill en séduction. Bah, c'était couru d'avance, moi j'espérais que non, et puis en fait, bah oui, moi, j'ai peut-être été naïf. Voilà YouTube, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder cette vidéo qui répète en boucle les mêmes éléments. C'est du Red Pill, c'est dans ses tags. C'est du men's rights activist, c'est les droits des hommes, etc. Bon, voilà, c'est les mêmes croyances. Et c'est un terreau, malheureusement, pour les incels, quoi, qui vont y voir la justification à l'hypergamie des femmes en disant, oh, regardez, les femmes, elles sont hypergames, c'est la faute des femmes si je suis célibataire, machin, quoi. Bref, ça me va pas du tout. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu sur YouTube. Nous, on reste encore un petit moment ensemble. À bientôt, prenez soin de vous.